Jacques Le Goff, vous avez écrit L'amour moderne né au XIIe siècle. Mais pourquoi au XIIe siècle? Le XIIe siècle, c'est d'abord pour moi l'époque d'un grand essor démographique. Il y a sans aucun doute une montée de la population, il y a peut-être aussi certaines améliorations dans les conditions de vie, en tout cas certainement de nourriture. C'est aussi l'époque des grands défrichements, un certain recul de la famine, qui font que les familles sont plus prolifiques et que les hommes vivent un peu plus longtemps, que l'espérance de vie s'accroît. Or, je pense que quand il s'agit du couple, quand il s'agit de l'amour, il y a toujours un certain côté démographique. De 1100 à 1200, la population française aurait augmenté de plus de 50%. Et l'immense forêt, surtout celle qui couvrait la France du Nord, ce peuple de défricheurs qui la troue de multiples clairières. On coupe les arbres, on extirpe les racines, on essarte les buissons. Nombre de villages créés par ces défricheurs portent aujourd'hui dans leur nom, tels les Essarts, la Garenne, Villeneuve, le souvenir de cette grande épopée paysanne. Ces nouveaux terroirs, mis en prés de fauche, puis très vite ensemencés, et l'augmentation sensible des rendements font que la population, mieux nourrie, prospère et prolifère. À peine conquises à la culture, ces terres nouvelles se morcellent en exploitations de plus en plus nombreuses et de plus en plus petites. Au début du XIIe siècle, on perçoit déjà des signes de débordement. Dans la classe seigneuriale, comme dans la classe paysanne, des jeunes en surnombre, qui ne peuvent espérer une part d'héritage et se trouvent disponibles pour les grandes aventures à travers l'Europe ou pour l'aventure outre-mer. Le Seigneur qui connaît tout ce qui est et tout ce qui sera et fut, nous promet de guérir là-bas l'honneur au nom d'un empereur. Et savez-vous combien sont beaux ceux qui s'en iront au lavoir? Plus que l'étoile du matin, vengeons Dieu du tort qu'il a reçu et vers Damas. Et par la vertu du lavoir, avec nous tous sera Jésus. Le chant du lavoir de Marc Abru. Le beau lavoir, où tous les seigneurs d'Occident devraient aller se baigner, c'est la croisade. Cette pression démographique, d'ailleurs, au XIIe siècle, nous la retrouvons dans un des grands phénomènes de l'époque, les croisades. Les grandes croisades qui ont commencé à l'extrême fin du XIe siècle, elles sont contemporaines, strictement, de l'amour courtois, ont lieu pendant le XIIe siècle. Et d'une certaine façon, un des aspects, sinon une des causes des croisades, a été précisément ce trop-plein démographique. Ça a été un exutoire pour un certain nombre d'esprits qui ne trouvaient pas en Occident les moyens de satisfaire à la fois leurs appétits matériels et leurs appétits spirituels. Et je pense d'ailleurs qu'il y a entre l'amour courtois et la croisade des liens plus précis, parce que, en définitive, l'amour courtois, me semble-t-il, sera un des horizons de repli des croisés désenchantés ou de ceux qui n'ont pas pu partir pour la croisade. Et d'autre part, dans la mesure où les lointains, l'éloignement, la distance jouent dans l'amour courtois un rôle important, l'horizon de la croisade, l'amour de loin, montrera aussi, mettra en évidence ce lien entre la croisade et l'amour courtois, qui n'est pas seulement un lien de synchronisme. Faute de croisade, on fait la guerre et on la chante. Éloge de la guerre de Bertrand de Born. Bien me plaît le guettant de Pâques qui fait venir feuilles et fleurs. Me plaît d'ouïr le bruit joyeux des oiseaux qui font retentir leurs chants par le bocage. Et me plaît de voir sur les prés tentes et pavillons dressés. Et j'ai grande allégresse quand je vois par campagne rangés chevaliers et chevaux armés.
Il me plaît quand les éclaireurs font fuir les gens avec leurs biens. Il me plaît de voir après eux nombreux guerriers de front venir. Dès que s'engage la mêlée, chacun doit se tenir tout prêt et le suivre avec joie. Car nul ne peut être prisé s'il n'a maint coup pris et donné. Masse et bran, aumes bien peints, écus troués et dégarnir, verrons à l'entrée du combat ensemble main baron férir, dont courront en désordre chevaux de mort et de blessés. Quand il sera dans la mêlée, guerrier de haut parage, ne sois qu'à tailler chefs et bras, car mieux vaut mort que vif vaincu. Le XIIe siècle, c'est aussi un siècle d'effervescence et d'ébullition religieuse, car il s'agit pour cette société de réadapter ses idéaux, sa spiritualité, sa religion à ces conditions nouvelles. Alors d'une part, il y a un certain nombre d'ordres nouveaux, dont les plus connus sont les Chartreux, les Prémontrés, les Cisterciens, dont je pense le rôle vis-à-vis de l'amour courtois sera de le récupérer en partie pour l'Église. Et puis alors, il y a en face ceux qui n'arrivent vraiment pas à s'adapter au nouveau cadre de la société, ni matériellement, ni spirituellement, et qui se réfugieront dans l'hérésie. C'est aussi le siècle du catharisme. Et ici, nous trouvons un nouveau lien entre l'amour courtois et la religion, puisque l'amour courtois, je crois que nous en reparlerons, s'étant surtout développé dans le midi de la France, dans le Languedoc. En même temps, s'y développe le catharisme, et l'on a pu trouver entre les deux phénomènes, courtoisie, amour courtois, et hérésie cathare, des liens étroits qui seraient même des liens fondamentaux. L'amour courtois n'est-il pas étymologiquement même un amour de cour, c'est-à-dire propre à la société féodale, propre à cette vie nouvelle qui s'enfermait dans les châteaux et, disons, qui faisait des châteaux non plus des repères guerriers et plus ou moins inconfortables et terrifiants, mais qui en faisaient des lieux agréables, des lieux de vie sociale. Tous les phénomènes importants de la société du XIIe siècle ne se retrouvent pas dans l'amour courtois. Je crois même qu'il y a là deux tendances de l'intellectualité et de la sensibilité issues de mêmes conditions générales, mais divergentes. D'une part, le milieu urbain qui est en train de créer des écoles d'un nouveau type avec un raisonnement, des manières de penser et des mentalités nouvelles, la scolastique. Et d'autre part, dans le milieu féodal, le milieu de cour, une sensibilité, une littérature, une culture spéciale auquel on a donné précisément le nom de courtoisie. Dans cette vie de cour, les troubadours jouent un peu un rôle d'instituteurs. Ils enseignent un nouveau code moral qui trace une frontière infranchissable entre l'aristocratie et le peuple.
Mais quelle place tient la femme dans cette nouvelle forme de vie sociale? Au XIe siècle environ, la condition de la femme dans la classe féodale, dans la classe aristocratique, évolue en fonction même de l'évolution du fief et d'une nouvelle notion de propriété. La femme devient une propriété du seigneur, comme le fief devient sa propriété. C'est d'ailleurs au fond la vieille thèse de Engels, mais qui est reprise en dehors de toute référence marxiste. Et alors, que se passe-t-il à ce moment-là? Il se passe que, face à toutes ces formes de propriété, dans la couche aristocratique elle-même, un certain nombre de personnes, en particulier un certain nombre d'hommes, se trouvent privés de la jouissance de ces propriétés. En fonction notamment de l'accroissement démographique, en fonction des systèmes d'héritage et de succession, toute une série de jeunes seigneurs n'ont pas cet accès à la propriété et ils se révoltent. Ce sont les jeunes cadets. Ce sont les jeunes cadets. Et nous retrouvons ici l'importance d'une classe d'âge. Nous savons bien ce que c'est aujourd'hui, les jeunes dans la naissance, la formation de l'amour courtois. Et d'ailleurs, deux très belles études, l'une d'Erich Köhler et l'autre du grand médiéviste français Georges Duby, ont souligné l'importance de ces jeunes au XIIe siècle. Ce sont ces jeunes qui veulent d'abord relancer la croisade et qui sont déçus par les échecs matériels et spirituels de la croisade. Ce sont ces jeunes qui partent à l'aventure, qui créent l'idée de prouesse, de roman courtois, et ce sont ces jeunes qui renversent la situation de la femme. Car au fond, l'amour courtois est une sorte d'utopie amoureuse dans laquelle les jeunes frustrés de la possession de la femme essayent de la reconquérir en la mettant dans une sorte de communisme des classes aristocratiques. De même que le fief devrait être divisé entre tous, la femme devrait appartenir d'une certaine façon à tous. Et là-dedans encore, l'ennemi, celui qu'il faut vaincre, celui qu'il faut exclure, c'est le mari, qui est d'ailleurs souvent un vieux féodal. Mais en même temps, et je crois que c'est ici une des apports les plus subtils et les plus intéressants d'Erich Köhler, ces jeunes aristocrates avides ne vont pas jusqu'au bout de la révolution, parce que, au fond, ce qu'ils cherchent, c'est moins à renverser la société et le monde féodal Qu'à devenir barons eux-mêmes. Qu'à devenir barons eux-mêmes, qu'à s'y introduire, et en définitive, d'une autre façon, plus subtile, plus digne pour la femme. Ils cherchent à en faire leur propriété à eux. Une propriété, bien sûr, à l'égard de laquelle on a beaucoup plus d'égards, que l'on place beaucoup plus haut, mais qui doit aussi leur revenir. De même que le seigneur est engagé par l'hommage de son vassal, la femme se trouve engagée par l'hommage de l'amant. Et à son tour, elle devient susceptible d'une forme d'infidélité qui est une forme subtile d'une nouvelle supériorité masculine. Dites-moi donc votre opinion, Elias, au sujet d'un amant dont le cœur est sans fourberie et qu'on aime sans fausseté. Que doit-il désirer le plus, selon juste raison d'amour, quand il advient qu'on lui donne le choix? Être le mari ou être l'amant? Cousin, j'ai le cœur d'un amant fidèle et non d'un vil trompeur. Je tiens donc pour plus grand honneur d'avoir bel ami distingué toujours que de l'avoir un an. Je choisis le mari galant qui peut toujours être auprès de sa dame. D'autres amours, j'en ai vu main rompue. Elias, je tiens pour meilleur ce par quoi l'on s'améliore. Pour pire, ce par quoi toujours un homme va s'avilissant. Par une dame, on monte en prix. Par une épouse, on perd valeur. On loue celui qui courtise une dame. On raille un mari courtisant sa femme. Cousin, si vous aimiez un peu, vous auriez dit là, folie grande.
Peu importe aux fourbes de prendre quelques faveurs et de s'enfuir. Moi, je veux rester, caresser madame que j'aime et adore. Car à bon droit, je m'enverrai banni si je lui manquais quand elle m'appelle. Elias, si je ne veux pour femme mon ami, point ne lui fait honte, c'est par crainte et par grand respect que je la laisse. L'épouser pour la courtiser, ce serait commettre faute sans égale. Et si je suis rude et grossier pour elle, j'offense amour, j'abolis son service. Cousin, tenez-moi pour bien vil si pouvant avoir, sans gardien la plus aimée, sans co-seigneur ni seigneur, je cherche autre chose. Joie de mari, rien ne la trouble. Joie d'amant est mêlée de peine. Aussi j'aime mieux, quoi qu'on en publie, être mari joyeux qu'amant mari. Tanson de Guy Dussel et Elias Dussel. Ces deux seigneurs limousins ont fait de leur château Dussel l'un des premiers foyers de poésie courtoise. C'est dans le Limousin, trait d'union de la France du Nord et de l'Occitanie, et non en Languedoc, qu'est née la poésie courtoise. D'un château à l'autre, on se met brusquement à parler d'amour. Guy Dussel échange des coblasses avec Marie, châtelaine de Ventadour. Dans ce château de Ventadour, un grand poète a fait ses premières armes. Bertrand de Ventadour. De petit extras, fils d'un sergent et d'une fournière, c'est-à-dire d'une cuisinière, dit la chronique. La poésie lui sert de levier social et aussi l'amour de Marie, la dame du château. Peut-être à cause de cette idylle dont le châtelain prend ombrage, il quitte Ventadour pour l'Angleterre, où il va retrouver la plus célèbre des égéries de la poésie courtoise, Aliénor d'Aquitaine. Cette femme de haute race a su cultiver et diffuser la tradition courtoise de la maison d'Aquitaine. Bertrand séjourna ensuite dans le Midi, à la cour de Raymond V de Toulouse. Là, dans les châteaux du Carcassès et dans toute l'Occitanie, fleurissaient des cours d'amour où la poésie courtoise prenait l'éclat du parler provençal. Si l'Occitanie, par ses conditions géographiques et historiques, a pu aussi jouer ce rôle dans la diffusion et dans la formation de l'amour courtois, c'est pour d'autres influences qu'il faut au moins évoquer de 2 ou 3 phrases. Ce sont les influences arabes, les influences musulmanes. C'est une question, vous le savez, qui est très controversée par les spécialistes et je ne m'en mêlerai pas. Il paraît toutefois admis que, d'une part, ce n'est pas la poésie lyrique amoureuse arabe qui a créé l'amour courtois, mais qu'elle a été un modèle qui a permis aux troubadours
plus facilement, disons, qu'aux poètes du Nord de trouver une forme et une sensibilité. Contrairement à une légende romantique forgée au siècle dernier, les troubadours ne sont pas des errants. Ce sont des gens bien établis. Ils appartiennent tous à la classe supérieure, ou du moins aspirent à en faire partie. Un autre troubadour de la cour de Raymond V, Père Vidal. C'est un bourgeois de Toulouse, pelletier de son état. Il change souvent de château, de province, car il change souvent de protecteur. Une tendresse particulière l'attache à la Provence, où il a de solides amis. Barral, comte de Marseille, Blacas, seigneur des Baux, et surtout, Dame Vierna, l'image même de la Provence aimée. J'aspire avec mon haleine l'air qui me vient de Provence. J'aime tout ce qui est d'elle. Et quand on m'en dit du bien, je l'écoute en souriant. Pour un mot, j'en voudrais 100 ans, me plaît ce que j'entends. Nul ne sait si doux séjour que celui du Rhône avance, quand close mer et Durance, où la joie brille aussi pure. Là, parmi de nobles gens, j'ai laissé mon cœur à celle qui rend le rire au-dolent. Peut-on être malheureux le jour qu'on se souvient d'elle, en qui joie naît et commence? Quelque éloge qu'il en fasse, qui la loue ne meurt jamais, car elle est bien la meilleure et la plus belle du monde. De mon dire et de mon faire, qu'elle est seule le mérite. Elle m'a donné savoir et talent de gai poète. Tout ce que je fais de beau, c'est son beau corps qui l'inspire. Même songer volontiers. Dame Vierna, qui vit près d'Arles, où sont les Aliscamps. Non par désir, mais parce que le comte Raymond l'y obligeait, Père Vidal est allé en Terre Sainte, faire pèlerinage. Un autre troubadour, Geoffrey Rudel, y serait allé, lui, par amour. Amour de terre lointaine, pour vous j'ai le cœur dolent, et n'y puis trouver remède si je n'entends votre appel, par attrait de douce union, en verger ou sous courtine, avec l'ami désiré. Si mon cœur n'en a pouvoir, ce n'est merveille qu'il brûle. Dieu n'a point voulu qu'on vît jamais plus belle chrétienne, ni juive, ni sarrasine. Il est bien nourri de manne qui gagne un peu son amour. Geoffrey Rudel, dit la chronique, s'enamoura de la comtesse de Tripoli sans la voir, pour le bien qu'il en entendit dire aux pèlerins qui venaient d'Antioche. Bertrand de Born, seigneur de Hautefort, est le type même du chevalier troubadour. Foulques de Marseille, ami de Père Vidal, est le fils d'un marchand. Le métier de troubadour fut pour lui l'occasion d'une ascension sociale brillante. Il devint abbé du Toronnet
et finira inquisiteur de Toulouse. Désormais, votre nom et celui de Marie m'éveilleront, vrai Dieu. Car l'étoile du jour de vers Jérusalem monte et m'enseigne à dire: debout, sus, levez-vous, vous tous qui aimez Dieu. Le jour est déjà là, la nuit poursuit sa route. Que Dieu en soit loué par nous et adoré, qu'il nous donne la paix pour toute notre vie. La nuit fuit, c'est le jour au ciel clair et serein. L'aube n'hésite plus, mais vient belle et parfaite. Seigneur Dieu, né du sein de la Vierge Marie pour nous sauver de mort et pour restaurer vie, pour détruire l'enfer que possédait le diable, qui fut mis en croix, d'épines couronnées et de fiel abreuvé. Seigneur, ce digne peuple vous demande merci. Dieu, que votre pitié lui pardonne ses fautes. Amen. Ainsi soit-il. La nuit fuit. C'est le jour au ciel clair et serein. L'aube n'hésite plus mais vient, belle et parfaite. Qui ne sait prier Dieu qu'il apprenne à le faire, qu'il écoute et saisisse et comprenne mon dire. Dieu, en qui toute chose a son commencement, je vous loue et rends grâce de votre amour, du bien. La littérature courtoise a brillé aussi dans la France du Nord, en particulier à la cour de Marie de Champagne, fille d'Aliénor d'Aquitaine. Et c'est là, en Champagne, qu'elle a trouvé son plus grand poète, Chrétien de Troyes. L'amour courtois est un phénomène qui dépasse l'Occitanie. Et je crois que, précisément, ce sont certaines formes sociales, culturelles, artistiques du Nord qui ont permis à l'amour courtois de prendre son plein développement. La littérature courtoise a gagné ensuite les bords du Rhin et les cours d'Allemagne. Les Minnesänger, émules des troubadours, chantent cet amour venu de France. La femme se présente pour l'amant courtois, comme une forteresse. C'est une forteresse qu'il faut prendre, mais en respectant les règles du jeu militaire, et qui sont des règles rationnelles, qui sont des règles d'honneur, et qui excluent au contraire toute violence. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que l'amour courtois véritable, me semble-t-il, va jusqu'au bout de la conquête de la femme, jusqu'à la victoire, c'est-à-dire qu'elle va jusqu'à la consommation sexuelle. Sous le tilleul, dans la bruyère,
où fut notre couche à tous deux, on trouverait sans peine, l'une aussi bien que l'autre saccagée, la fleur et l'herbe. Devant le bois dans un vallon, Tandaradaï, le rossignol chantait bellement. J'arrivais pas à pas à la verte prairie. Mon ami était déjà là. Alors je fus reçue, ô bonne mère, de sorte que j'en ai du bonheur à toujours. M'embrassa-t-il? Oui, 1000 fois, Tandaradaï. Voyez comme ma bouche est rouge. Il avait là paré, si riche que se peut, de fleurs, une couchette. En rira bien au fond de soi qui prendra la même sente. Aux roses il sera bien, Tandaradaï, trouver où s'appuyait ma tête. Qu'il reposa, lui, près de moi, si quelqu'un le savait, Dieu m'en garde, j'en aurais honte. Et ce qu'il fit de moi, que personne jamais ne le sache, que lui et moi. Et un petit oiseau joli, Tandaradaï, qui peut-être le gardera pour lui. Mais bien entendu, ce qui est peut-être le plus important, ce sont justement la façon dont l'amant doit parcourir ce chemin qui le conduit vers la femme. Il doit remplir un certain nombre de conditions. Et d'abord, et je crois que ceci est important, des conditions physiques. N'importe qui ne peut pas être un amant courtois. Il faut un sport universel. Ce n'est pas un sport universel. Il faut être beau, il faut être jeune. Il faut surtout être jeune, et je crois que ceci est très important. D'autre part, il faut n'avoir recours à aucune déloyauté, il faut avoir une très grande patience, et il faut montrer à la femme la fidélité que le vassal doit montrer à son seigneur. Car nous sommes dans une société féodale, nous sommes dans une sensibilité et un comportement féodal, et d'ailleurs, on voit même sur certains sceaux, sur certaines images, l'amant qui est à genoux devant la femme aimée, comme le vassal devant son seigneur, qui accomplit les rites de l'hommage, mettant ses mains entre les mains de la femme aimée. Alors vous le voyez, dans tout ceci, la femme qui apparaît sur une sorte de piédestal et qui semble avoir complètement troqué la place subalterne qu'elle avait dans la société, dans la sensibilité contre lesquelles réagit précisément l'amour courtois, finit par un petit peu s'évaporer en abstraction, devenir finalement extrêmement lointaine et ne plus vraiment participer au jeu. J'ai un peu l'impression que dans le couple de l'amour courtois, au fond, l'amant joue et la femme attend. La psychanalyse permet très bien de comprendre toutes les aberrations du désir. Et c'en est une, sans aucun doute, de cette sorte de distanciation entre l'homme et la femme qui sont sans arrêt en face l'un de l'autre, mais qui n'arrivent jamais à passer à l'acte sexuel lui-même. Je crois que cela s'explique par la structure même du désir, qui a besoin d'être, c'est paradoxal, privé de quelque chose. Et ça, je crois que c'est une chose qu'il faut très bien comprendre. Le désir se construit beaucoup mieux s'il n'est pas satisfait. Et il ne faut pas confondre ici désir et plaisir. Les troubadours ont très bien compris que lorsque le désir n'était pas satisfait, il perdurait, il continuait, il était éternel. Premier point, je crois, assez simple à comprendre. Ce qui est peut-être plus complexe, c'est de voir l'extraordinaire raffinement de ces épreuves dont vous parliez. Je pense à celle qui s'appelle la zague, et qui est une nuit entière entre l'homme et la femme qui sont nus, qui couchent ensemble, si l'on peut dire, stricto sensu, enfin de fait, mais séparés soit par un enfant, ce qui est encore plus extraordinaire, soit par une épée, ce à quoi nous sommes plus habitués
du fait de l'histoire de Tristan et Isolde. Eh bien, cette aberration, je crois, s'explique très bien par le mécanisme de la sublimation. Une fois qu'on a compris que le désir est fondé sur un manque et qu'il n'y a pas de désir s'il n'y a pas privation, on comprend bien que la sublimation, c'est la systématisation de cette structure de privation. C'est le manque absolu. On a donc affaire, dans le cas des troubadours, à la sublimation par excellence, puisqu'elle est, à propos de l'homme et de la femme, posée en principe. Quelque chose s'en rapproche un peu, c'est dans l'amour, dans les formes d'amour antique, la relation qui nous est décrite par Platon entre Socrate et Alcibiade, qui, si on peut dire, ont mis un temps fou à passer à l'acte, avec exactement la même relation qu'entre l'homme et la femme dans la relation établie par l'amour courtois. Et ce genre de relation n'existait jusqu'alors jamais entre hommes et femmes, c'est ça. C'était très souvent homosexuel. J'entends ici par homosexuel une tendance générale et non pas quelque chose de reconnu. Mais enfin, c'était entre hommes et hommes. Je pense par exemple qu'il y a le même type de relation de sublimation entre le suzerain et son vassal, et qu'elle a été déplacée du suzerain à son vassal à l'amant et à la dame dans l'amour courtois. Mais c'est la même chose. Et quelle que soit la culture dans laquelle on se trouve, on a quelque part quelque chose qui sublime, si l'on peut dire. Mas perso chant qu'il plides la roulure, el mal d'amour, mas en plus chant, plus mi souvi, qu'à la bouton et la res nous ma vie, ma Pourquoi cette importance du chant dans l'amour courtois? Ah, ça c'est un problème très passionnant. Il faut reprendre un peu plus loin. Je vais citer un tout petit extrait du poème roman Flamenca. L'amour blesse en deux endroits, l'oreille et les yeux. Phrase extrêmement banale au premier abord. En fait, dans l'amour courtois, le chant et aussi le regard, mais parlons plutôt du chant, a une importance primordiale parce qu'il représente une sorte d'expansion corporelle. C'est quelque chose qui est très particulier à l'amour courtois, de lier la relation érotique et le chant. Comme si le chant, c'est-à-dire quelqu'un qui est tout seul quand on chante, se substituait à l'acte sexuel. C'est ce qui s'appelle la joie dans l'amour courtois et qui, en provençal, mais je ne sais pas la prononciation, s'appelle le melioramen, c'est-à-dire l'amélioration générale, et qui est une sorte d'expansion de plaisir, il n'y a pas d'autre mot, de jouissance propre au chant. Or, le chant implique la voix, et la voix, la psychanalyse nous l'apprend très bien, la voix est une structure de rapport érotique tout à fait particulière et d'une très grande puissance. C'est pour cela que Wagner a pu mettre en musique Tristan et Isolde, c'est pour cela que l'opéra est peut-être la structure où l'amour courtois a trouvé son plein épanouissement au XIXe siècle. Je crois que c'est là quelque chose qu'il faut souligner. Toute la mythologie courtoise s'appuie sur le chant, c'est quelque chose que Wagner a parfaitement bien compris. Au fond, l'amour courtois
est en réaction, comme nous l'avons dit, contre une certaine conception de la femme qui est commune à la tradition de la sensibilité antique païenne et à la tradition chrétienne. La femme est au fond, pour les anciens, un être dévorateur et destructeur. Et l'amour-passion, c'est essentiellement un amour qui détruit. Les femmes que l'on voit apparaître dans cette littérature, Hélène, Didon, Phèdre, bien sûr, ce sont surtout des destructrices. C'est un amour qui détruit d'abord la personne qui l'éprouve et qui détruit tout autour d'elle. Vous voyez Phèdre, c'est le type même de l'amante religieuse qui se détruit elle-même, qui détruit l'être qu'elle aime et qui détruit entre elle-même et Hippolyte se ballant contre Thésée. Alors vous le voyez, l'amour courtois va reprendre certaines situations de ce genre dans la mesure où ce sera un amour antimatrimonial, mais au lieu d'en faire un amour dévastateur, et au lieu de voir dans la femme cet être ravageur, il en fera au contraire une source de valeur positive. Père Vidal et d'autres troubadours provençaux ont pu voir ce sarcophage d'Hippolyte qui se trouvait alors en Arles dans le cimetière des Aliscamps. C'est presque la même chose à propos de la tradition de la femme dans le christianisme, dans la religion chrétienne. Là encore, la femme est un être destructeur. Le grand personnage féminin de la religion chrétienne jusqu'au XIIe siècle, c'est Ève. Ève, c'est bien entendu la source des catastrophes du genre humain. Or, le XIIe siècle va construire une sorte de anti-Ève qui est la Vierge, qui est Marie. Et voilà deux phénomènes concomitants et, je crois, profondément liés, l'amour courtois et le développement du culte marial. La Vierge y apparaît véritablement comme la femme, objet de cet amour-vénération, de cette adoration de type vassalique, qui est la définition même de l'amour courtois, puisque, en définitive, c'est elle qui reçoit et qui garde jusqu'à nos jours ce nom qui est la définition même de la femme dans l'amour courtois, Notre-Dame. Il est extrêmement difficile, bien que ce soit une question fondamentale, de savoir s'il y a eu une réelle promotion de la femme et si c'est cette promotion de la femme qui a servi de base au développement de la littérature courtoise et à l'image de la femme dans l'amour courtois, ou si c'est l'inverse, si c'est l'amour courtois qui a aidé à une certaine promotion de la femme. Je crois qu'il y a eu effectivement une promotion de la femme qui explique ces deux sublimations que sont d'une part le culte marial et d'autre part l'amour courtois, mais je crois d'une part que les deux sublimations ont été en quelque sorte presque un alibi de la société masculine pour s'en tenir à ces sublimations et à maintenir en fait la femme dans la situation secondaire dont nous savons très bien qu'elle a été la sienne dans la société jusqu'à nos jours. Toujours nous tisserons la soie, sans nous en trouver mieux vêtus. Toujours serons pauvres et nus, et toujours faim et soif auront. Jamais tant gagnés ne sauront que nous en puissions mieux manger. Le pain, nous l'avons à danger par le matin, et le soir moins. Il fait hors de notre desserte cils pour qui nous nous éreintons. Des nuits entières nous veillons. Tous les jours nous trimons pour lui sous la menace de ses coups. Quand nous voulons souffler un peu, aussi n'osons nous reposer.
L'amour courtois n'est pas allé jusqu'au bout lui-même de la promotion de la femme, et un exégète extrêmement subtil, Erich Köhler, a montré comment la réhabilitation de la femme dans l'amour courtois tournait un petit peu court. Du point de vue de la sensibilité, du sentiment ou du plaisir, pensez-vous que l'amour courtois est plus satisfaisant pour la femme que ce qui existait avant? Je ne sais pas si c'est plus ou moins satisfaisant, à coup sûr, ça l'est, puisqu'il y a certainement dans cette structure, dans cette relation, quelque chose de très satisfaisant, puisque la femme, en fait, règle et mesure le désir de l'homme. Il y a donc là quelque chose qui apparaît comme tout à fait satisfaisant. Mais il faut bien comprendre que c'est finalement l'homme qui en tire tous les bénéfices. La comtesse de Die, pratiquement la seule femme troubadour que nous connaissons, décrit dans ce poème la Sage, l'épreuve suprême de l'amant. Grand-peine m'est venue de l'amour d'un chevalier. Je veux que tous les siècles sachent combien ma passion pour lui fut extrême. Et voici qu'il m'a délaissée parce que je ne lui avais pas donné mon amour. Pourtant, quels n'ont pas été mes égarements, au lit ou en habit. Combien je voudrais dans mes bras nus tenir un soir mon chevalier, pourvu qu'il veuille bien se contenter de moi comme coussin. Je suis plus éprise de lui que Flore ne fut de blanches fleurs. Je lui ai donné mon cœur, mon amour, mon esprit, mes yeux et ma vie. Bel ami, gent et gracieux, si jamais je vous tiens à mon pouvoir, s'il m'est donné un soir de coucher auprès de vous et de vous donner un baiser d'amour, j'aurai grand plaisir, sachez-le, à vous presser dans mes bras en place du mari, pourvu que vous me promettiez d'abord d'obéir à mes désirs. L'amour courtois me paraît être plutôt un horizon de sensibilité qu'un comportement véritable des hommes du Moyen-Âge. Mais en tant qu'horizon de sensibilité, il a eu une réalité, une très grande importance, et il s'est trouvé, c'est un de ces paradoxes, qu'au cours des siècles suivants, les conditions d'évolution de la société ont permis que, en d'autres temps, dans des couches plus vastes de la société et en des lieux qui débordaient de beaucoup l'Occitanie, l'amour courtois ait pu, au moins partiellement et sous d'autres formes, devenir véritablement non seulement une composante de la sensibilité, mais informer le comportement amoureux des hommes. C'est ce qui lui a conféré ce que l'on appelle une valeur universelle. Mais pour en revenir au XIIe siècle, permettez-moi de terminer sur une anecdote où percera mon scepticisme à l'égard de l'amour courtois vécu. Nous nous transporterons dans la France du Nord, si vous le voulez bien. Philippe, comte de Flandre, dédicataire du Perceval, ayant surpris entre les bras de sa femme un amant, Gauthier de Fontaine, le fit saisir, frapper à coups d'épée et de bâton, et pour finir, le fit mourir, pendu par les pieds, la tête plongée dans un cloaque.
me parle